Bonsoir à tous, bienvenue dans Entre deux News. Ce soir, 3 temps forts pour décrypter l'actualité ivoirienne à 6 mois de la présidentielle, à 5 mois de la présidentielle ivoirienne d'octobre prochain. D'abord, dans la première partie, focus sur l'alliance PDCI Cap Côte d'Ivoire après le retrait de Tidjane Thiam à la tête du parti, le principal parti d'opposition, le PDC-RDA. L'opposition est-elle en train de se redessiner? Les grandes manœuvres ont-elles commencé en coulisses? Nous répondrons à ces questions ce soir avec nos consultants en plateau. Arsène Anoma, analyste politique. Bonsoir Arsène Anoma. Bonsoir, M. Sidi. Et Guillaume Bateau, bonsoir. Bonsoir. Journaliste DG du quotidien Liberté. Bonsoir Gaël Lakpa, analyste sociopolitique. Bonsoir. Bonsoir à vous, plus cher Balé. Bonsoir. Consultante. Bienvenue à tous. Et puis dans la deuxième partie de cette émission, nous parlerons bien sûr de l'appel lancé par Abel Djoré à 5 mois du scrutin présidentiel. Ce message suffit-il pour rassurer bien sûr une opinion encore divisée? Et puis dans la troisième et dernière partie de notre émission, nous poserons une question de fond. La Côte d'Ivoire peut-elle aller aux urnes en 2025 sans un dialogue préalable? Voici les 3 sujets de cette émission. Tout de suite, place à la première partie pour 20 minutes de débat avec nos consultants. Tidjane Thiam a annoncé son retrait à la tête de la présidence du PDC-RDA. Quelle lecture vous faites après ce retrait? Bon, moi je pense selon moi que c'était inéluctable au vu déjà des contestations internes liées à sa présidence, portées entre autres par l'une de ses militantes, Mme Valérie Yapo, qui l'a assignée en justice pour demander à ce que son élection à la présidence soit déclarée nulle de fait par la justice. Donc pour moi, j'estime que prendre aujourd'hui la décision de démissionner de la présidence du PDCI, c'est quelque chose qui s'est opposé à lui. Il n'avait pas le choix. Soit il démissionnait maintenant ou il attendait que la justice le démissionne. Donc il a préféré démissionner maintenant. Mais je me dis que comme nous sommes en politique, c'est lié certainement à une stratégie politique et nous attendons de voir les autres évolutions liées à cette démission-là pour nous prononcer beaucoup. Bien, Guillaume Bateau, est-ce que vous voyez à travers cette démission une stratégie politique, comme disent les militants du PDC-RDA? Oui, c'est clair. Déjà, avant même qu'on ne vienne sur le plateau, on a appris que le bureau politique du PDC-RDA a décidé d'organiser un congrès électif après-demain, le 14, mai, et qu'à ce congrès, déjà, M. Tidjane Thiam s'est présenté comme candidat. Ça, c'est tellement un candidat unique, vu les délais qui sont très courts. Je ne sais pas comment techniquement ça va s'organiser, mais on voit bien que cette décision, cette fausse démission, avait pour objectif unique d'éviter la décision attendue du jeudi 15 mai au niveau de la justice. Seulement, ce que je ne comprends pas, c'est cette volonté du PDC-RDA d'organiser un autre congrès juste la veille de la décision de la justice. Est-ce que ça ne va pas rajouter à l'imbroglio auquel nous assistons? C'est leur choix, mais je pense que cette démission est en fait une mise en scène pour essayer, pour le président du PDC, d'essayer de reprendre la main. Est-ce qu'il va le faire de la meilleure façon en allant à un congrès dans 2 jours? On verra ce que ça va donner. Dans tous les cas, je pense que la situation actuelle ne fait que fragiliser le PDCI et son président. De mon point de vue, il aurait été plus politiquement correct de prendre acte de ce que tout ce qui a été fait avant sa rénonciation à la nationalité française l'a été peut-être dans la précipitation, sans avoir apprécié tout l'environnement, d'en tirer les conséquences, de se mettre de côté, permettre au PDC-RDA de choisir notre candidat pour l'élection présidentielle. Peut-être que lui-même pourrait adouber et puis préparer un retour en 2030. Mais on voit que ce n'est pas le choix, en tout cas pour le moment, pas le choix du PDC-RDA qui donne le sentiment de pouvoir jouer à mano avec la justice. On verra comment ça va se terminer, mais je ne suis pas sûr que ça se termine à l'avantage du PDC-RDA. Bien, Pichot Balé, comment vous interprétez ce retrait de Tidjane Thiam? Oui, moi je pense que ça témoigne d'un génie politique parce que pour nous autres qui n'avons pas confiance en la justice ivoirienne, il y avait beaucoup de risques par rapport à la décision qu'on attend. Le premier risque étant de mettre le PDCI sous administration. Administration de qui? Ça encore, c'est autre chose. Est-ce qu'il n'y aurait pas eu autre chose que de mettre le PDCI sous administration? Donc, je pense que cette décision-là est très bonne parce que ça permet on va dire, de casser un peu le rythme de la pression qui est mise sur le PDCI. Ça permet au président du PDCI de montrer
que pour lui, le parti est plus important que sa personne, puisque être président du parti n'est pas le plus important pour lui aujourd'hui. Le plus important pour lui, c'est d'être candidat. Donc moi, je pense que c'est une très bonne décision. C'est une très bonne décision. Gaël Lacroix. Bien, merci Sidi. Je voudrais, avant mon analyse, saluer tous nos téléspectateurs, tous ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux, en particulier mademoiselle Christelza, et puis la promotion Lettres Modernes 2008-2009 de l'Université de Bouaké, Lettres Modernes. Je reviens au sujet pour dire que j'ai fait mon analyse très rapidement en 3 minutes, mais en 4 points. Le premier point sera sur l'acte de responsabilité du président Thiam. Effectivement, Puchéry l'a déjà dit. Aujourd'hui, la décision qui va tomber le 15 prochain, c'est vraiment cette décision-là est comme une épée de Damoclès sur le PDCI. On voit le danger venir à l'horizon. En tant que président responsable, Thiam, stratégiquement, trouve la façon de s'en sortir, de se sauver, de sauver son parti. Donc, il ne se met pas en avant pour s'arc-bouter à cette présidence-là, mais il finit par trouver une technique pour pouvoir s'en sortir. Il le dit bien, c'est un choix stratégique. Et au deuxième point, ce choix-là, il ne va pas carrément. Il devient un président délégué, ce qui lui permet de se repositionner juridiquement pour pouvoir toujours avoir la même mise sur les décisions politiques. Et puis on vient à au troisième point de mon analyse, c'est que cela lui donne encore une occasion de restructurer en interne le PDCI. Parce que qu'on soit tous conscients, ça a été dit plusieurs fois depuis la présidence du président Thiam, depuis qu'il est venu, il y a eu beaucoup de couacs quand même dans le fonctionnement du PDCI. Donc là encore, ils ont une occasion d'aller redynamiser, d'aller faire d'apporter du sang neuf. Et puis, dernier élément, c'est une manœuvre aussi qui redore son blason au plan international. On sait que l'un des éléments les plus forts de Thiam, qu'on le dise ou non, c'est souvent on parle de ses réseaux internationaux. Donc, il donne l'image à l'international de quelqu'un qui n'est pas arc-bouté à son poste et il peut laisser carrément le parti sans qu'il y ait une crise. Donc, voici ce que je peux dire d'entrée de jeu à ce sujet. Est-ce que ce retrait a des conséquences sur l'unité au sein du PDCI-RDA? L'unité, mais il faut reconnaître que depuis le décès du président Bédié et la prise en main du PDCI par le président Thiam, le PDCI est relativement divisé. Il y a la faction Billon, il y a Mme Valérie Yapo qui a signé Thiam en justice. Donc, il y a toujours des bisbilles au sein du PDCI. Donc, le PDCI n'est pas un ensemble homogène. Le PDCI connaît des frictions internes. Et toutes ces frictions-là sont liées à la façon, je dirais, cavalière qu'a usé Thiam pour prendre la tête du PDCI. Parce que ceux qui contestent aujourd'hui la prise en main du PDCI par Thiam, le contexte sur le fait que Thiam a été élu à la tête du PDCI de façon illégale, par des manœuvres qui ne sont pas démocratiques, en ne respectant pas les textes et en lui-même ne remplissant pas les conditions pour être président du parti. Il a été quasiment imposé par un groupe de personnes contre d'autres militants. Donc le parti est en lui-même divisé depuis que Thiam a pris la tête du parti. Bien. Et puis, quel sens vous donnez au congrès électif prévu le 14 mai, la veille du procès qui l'oppose à Valérie Yapo? Bon, nous sommes en politique, donc il ne faut pas se leurrer, c'est une stratégie politique. Mais ce que je ne comprends pas, c'est le fait qu'on mette le congrès la veille de la décision de justice. Comme l'a dit mon frère Guillaume, il aurait été pour moi, il aurait été plus de laisser la décision de justice tomber et en fonction de la décision de justice, tirer les leçons et puis prendre une décision. Mais on décide de faire le congrès électif avant la décision de justice. Alors que la décision de justice, si elle suit tout ce qui est reproché à Thiam depuis lors, considérant que la justice le déclare illégalement élu à la tête du PDCI, bon, je ne comprends pas le fait qu'on décide de faire le congrès électif la veille de la décision de justice. Mais étant en politique, certainement ils ont dû réfléchir, ils trouvent que c'est certainement la meilleure date. Donc nous verrons si au loisir du prochain congrès où il est candidat, et je pense qu'il sera probablement le candidat unique, il sera réuni certainement à la tête du PDCI. Nous attendons la décision de justice pour le lendemain et nous verrons à la suite de cette décision de justice-là les implications que cette décision de justice-là aura sur
la gestion du PDCI et la réaction des dirigeants du PDCI face à cette décision de justice. Bien, Guillaume Bato tient bien parti pour être encore le candidat unique du Parti démocratique. Je crois que c'est son style maintenant. On voit que c'est quelqu'un qui n'aime pas compétir véritablement, qui se donne tous les moyens pour être seul, parce que c'est comme ça que la décision d'organiser la convention a été prise, j'allais dire un peu précipitamment, alors qu'il y avait des démêlés avec la justice déjà. On prend encore une décision en 48 heures, convoquer un congrès, ça contredit ce que disait Gaël. On voit bien qu'il est accroché au poste de président. Parce que s'il n'y est pas si accroché que tu le dis, pourquoi convoquer un congrès en 48 heures? C'est parce que, bien entendu, M. Tidiane Thiam n'a pas envie de laisser échapper. Mais ce congrès a été convoqué par le bureau politique et non Tidiane Thiam. Tidiane Thiam fait une déclaration la nuit, aux environs de minuit. Le président Douane Koumomo Bio prend la parole et lui-même il renomme M. Tidiane Thiam président délégué et il convoque dans la foulée un bureau politique et ce bureau politique, 6 heures de temps après, convoque un congrès auquel M. Thiam est candidat pratiquement unique. Bon, quand vous dites que c'est le bureau politique, on n'est pas dupe. On n'est pas dupe. On sait que M. Tidiane Thiam est à la manœuvre dans toute cette opération. En tout état de cause, moi je pense que vous avez posé la question à mon voisin de droite, à voir est-ce que cela divise? Oui, parce que ceux qui assistent à ce mano à mano entre M. Tidiane Thiam et ses partisans, je suis sûr qu'au PDCI, tout le monde n'est pas d'accord sur cette façon de faire. Je pense que M. Tidiane Thiam aurait été grandi si effectivement il laissait l'occasion d'un congrès électif ouvert. Mais c'est peut-être l'occasion avec le congrès du 14 mai. On verra. Je ne sais pas, comme je ne connais pas les textes du parti en ces circonstances. En 48 heures, comment est-ce que les candidatures vont s'organiser? Est-ce que les adversaires affichés de M. Tidiane Thiam, comme M. Billon, qui ont affiché l'intention d'être candidat, Mme Valérie Yabo, par exemple, ou d'autres cadres comme M. Thierry Tano, ou qu'on soupçonnait de vouloir être candidat, ou même M. Guy Kabuye, qui par la suite est venu, c'est vrai, conseiller spécial de M. Thiam, est-ce que ces cadres-là auront la possibilité, conformément au texte, de rentrer en ligne de compte pour ce congrès électif prévu en 48 heures? Le temps me semble très court, parce que je me dis, pour être candidat à un congrès, il faut se préparer. Et à la place de M. Billon ou de M. Guy Kabuye ou de Mme Yapo, je n'irai pas à un congrès en 48 heures que je n'ai pas préparé. Donc, tout est fait justement pour empêcher que les adversaires internes de M. Tidiane Thiam puissent compétir avec lui. C'est pour ça que je dis à l'entame de notre intervention, on voit que M. Tidiane Thiam est coutumier du fait, il aime les compétitions solitaires. Bon, bien à lui. J'espère seulement que tout ce travail de cache-cache avec la justice et avec les textes sont partis, ne faut pas se retourner contre le PDCI in fine. Parce que déjà, il y a deux problèmes. Le premier problème, c'est que M. Thiam n'est pas inscrit sur la liste électorale. Et que de ce fait, il ne peut pas être candidat. Il y a le second problème, la présidence du parti qui essaie de régler dans l'urgence avec le congrès qui vient mercredi prochain. Dans ces deux cas, est-ce que cela va arranger le PDCI? Est-ce que ça va permettre au PDCI d'être présent au rendez-vous d'octobre 2025? J'en doute fort, mais bon, je leur souhaite bonne chance. Bien, Chérif Bali, est-ce que pour vous, selon vos analyses, il serait bien séant que Thiam parte à ces élections et élections, bien sûr, à la présidence du PDCI-RDA? Oui, avant de répondre à cette question, j'aimerais revenir sur 2 points qui ont été relevés. Le premier, c'est que jusqu'à présent, le président Thiam a été régulièrement élu président du PDCI. On connaît le score à la Convention également. Donc, on ne peut pas prétendre qu'il y ait eu de manœuvre pour le maintenir au pouvoir ou bien pour qu'il soit candidat. La deuxième chose, c'est qu'il ne faut pas faire d'amalgame. Le fait qu'aujourd'hui, le poste de président du PDCI soit vacant et que le bureau politique ait décidé de convoquer un congrès dans les 2 jours, tant que ça respecte les textes du PDCI, je pense qu'il n'y a pas de problème. Et l'amalgame qu'il ne faut pas faire, c'est celui entre l'élection du président et le choix des candidats. C'est vraiment 2 choses différentes. Ce n'est pas parce que quelqu'un n'est pas président du PDCI qu'il ne peut pas être candidat. D'autant plus que jusqu'à présent, le président Thiam est exclu de l'élection
tant qu'il n'y aura pas de RLE 2025... Mais il dit qu'il n'y a pas de plan B. Oui, oui, c'est ce que j'en arrivais. Partagé par le parti. J'en arrivais, je disais que officiellement, il ne peut pas être candidat parce qu'il n'est pas sur la liste électorale. Mais le PDCI dit qu'il est son candidat. Donc, s'il n'y a pas de RLE 2025 et qu'il n'y a pas non plus de dialogue politique qui permette à tous ceux qui ont été exclus d'être candidats, forcément, le PDCI sera obligé de convoquer une convention pour se choisir un autre candidat. Donc, l'élection dont on parle maintenant de présidence du parti n'est pas à confondre avec le choix du candidat. Donc, ce n'est pas le lieu de parler de M. Billon ou de tout autre candidat. C'est aussi l'occasion pour des candidats, comme, disons, des cadres comme Billon, de se présenter à cette candidature interne au PDC-RDA. Oui, dans tous les cas, c'est ce que je disais. Tant que le PDCI n'a pas enfreint à ses textes, bon, il n'y a pas de problème. Maintenant, s'il est avéré que organiser ce congrès précipitamment est contre les textes du parti, bon, il y a lieu de se plaindre. Parce que nous, on est toujours là pour défendre les textes. Merci bien. Guillaume Bateau, après, Gaël Lagba. Oui, j'ai évoqué le nom de M. Billon parce que la première élection qui a vu M. Thiam arriver à la tête du PDC-RDA a eu lieu en décembre 2023. Et en ce moment, selon les textes du PDC-RDA, M. Billon ne totalisait pas les 10 années de présence. M. Thiam. Non, M. Billon. Mais M. Thiam, bon, il a fait des arrangements, mais ce n'est pas ça le sujet de mon intervention. J'ai dit M. Billon, en ce moment, mais comme aussi M. Thierry Tabo, d'autres cadres qui auraient bien voulu compétir, et en décembre 2023, ils ne totalisaient pas les 10 ans de présence au bureau politique. En mai 2025, si ils totalisent les 10 ans de présence au bureau politique. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que si M. Thiam démissionne aujourd'hui, que la présidence est vacante, comme le dit Mme Ballet, on devrait pouvoir reprendre tout le processus avec des candidats aujourd'hui qui remplissent les conditions. C'est ça que je dis. Est-ce que organiser le congrès dans les 48 heures peut permettre à ceux qui remplissent aujourd'hui les conditions, qui ne remplissaient pas il y a 2 ans, de compétir avec M. Thiam? C'est ça la question que je pose. Bien. Oui, mais ça n'a pas de rapport puisque le congrès, c'est pour désigner le président du parti. Ce n'est pas pour désigner des candidats. Merci. Donc, on est d'accord. Merci, Guillaume Bateau. D'autres cas peuvent vouloir compétir pour être président du parti. Il n'est pas exclu qu'ils le fassent. Bien. Alors, Gaël Lagba, réaction après avoir écouté les différentes analyses? Bon, je souris parce que j'ai venu à ce que Hassen Anouma a dit tout à l'heure. Je pense qu'il a été quand même un peu trop fort quand il utilisait ces mots. Il a parlé de façon cavalière de prendre la tête du PDCI. Thiam serait... Allons-y doucement comme nous sommes pressés. Allons-y doucement. Que Thiam se serait imposé, tout ça. Mais qui est Thiam? Je pense que c'est du même Thiam qu'il est reproché d'avoir été à l'extérieur du pays plus de 20 ans, qui ne se soit pas intéressé à la politique en Côte d'Ivoire, qui ne se soit pas intéressé aux affaires intérieures du PDCI. Mais si tel est que ce fait-là est déjà décrié, quelqu'un qui n'était pas sur le terrain, quelqu'un qui n'est pas là, quelqu'un qui ne connaît pas le pays, qui ne connaît pas les rouages, et puis ce même personnage-là, c'est lui qui réussit à imposer son dictat, c'est lui qui réussit à faire les choses de façon cavalière, mais alors c'est un magicien. Moi, je pense que je l'admire dans ce sens-là. Quand Guillaume m'interpelle pour dire qu'il n'est pas dans ce qu'il est en train de faire, il n'y a rien de comment on appelle, ça ne montre pas qu'il n'est pas accroché à la présidence. Mais moi, je suis désolé, parce que tant que ce qu'il fait respecte les textes, il n'y a pas de problème. Vous avez parlé de 48 heures. Mais n'oublions pas que là, nous sommes dans une situation extraordinaire. Et quand je parlais tout à l'heure, j'ai dit que, mais soyons d'accord sur cette table qu'on attendait tous le 15. Et le PDCI, on va dire, les gens savent presque ce qui va tomber comme décision. D'autant plus que la semaine dernière, les débats ont eu lieu. Et cette fois-ci, c'est pour délibérer. Ils savent. Mais s'ils réussissent à trouver une solution comme celle-là, moi, je pense que, moi, personnellement, je la salue. Mais Guillaume ne va pas nous ramener dans cette situation-là. Donc, eux, ils font ce... Voyez-vous à travers un fin stratège politique? Non, bien sûr. C'est pas un fin stratège politique. Mais, Guillaume, la question m'est adressée. Guillaume, la question m'est adressée. Bien, c'est pas un stratège pour vous? Ça vous termine? C'est un magicien. Bien. Richard Mbalé? Oui, moi, je pense que c'est du génie politique. Bien, du génie politique. Moi, je ne pense pas que ce soit du génie politique.
politique, hein, il force des choses. Tu forces quoi? Mon frère, Tu forces qui à quoi? Est-ce que vous partagez cet avis des militants du PDCI qui disent que le petit-fils d'Oufoué-Boigny a dribblé tout le monde? Avant que la décision ne tombe. Au contraire, s'il avait dribblé tout le monde, aujourd'hui ne serait pas plus dans cet embrouille judiciaire qui l'amène à chercher à trouver l'échappatoire. Ce qu'il disait tout à l'heure, Thiam était à l'extérieur du pays, il ne connaît pas le parti. Mais puis il vient, Merci. Non, on termine avec John Badou rapidement. Non, c'est terminé. 10 secondes. Thiam n'est pas un génie. Thiam tente de fuir la justice. Parce que... Il ne veut pas la Non, justice. s'il vous plaît. S'il vous plaît. Bien, merci. Malheureusement, nous allons marquer une courte pause. Chers téléspectateurs, ce n'est pas terminé. On marque une courte pause, c'est la réclame publicitaire. On revient juste après pour la suite de cette émission. Voilà, de retour de la pub, nous sommes rejoints par Abel Dioré. Avec lui, nous parlons de sa tournée effectuée dans la région du Gor. Bonsoir Abel Dioré. Bonsoir. Cadre de la région du Gor. Merci d'avoir honoré notre invitation. Non, c'est moi. Face à vous ce soir, 3 consultants. Quel bilan d'abord vous dressez de votre tournée qui a eu lieu du 5 avril au 5 mai dernier? Merci beaucoup, cher ami. Non, la tournée a eu lieu du 15 avril au 5 mai. 15 avril au 5 mai. Voilà, du 15 avril au 5 mai. Bon, j'ai bien garé la date. Mais quel bilan on dresse de cette tournée? Et non, c'est ça des paix quand on dit que la Côte d'Ivoire est en paix? Un bilan, j'allais dire un bilan positif. Un bilan positif, un bilan attrayant, j'allais dire. Et je ne suis pas allé lancer des messages de paix. Je suis allé lancer des messages d'apaisement pour des élections présidentielles. Parce qu'il n'y a pas Cela prend sa source dans ce que nous avons vécu depuis quelques années. Nous savons que pendant les élections, surtout présidentielles, il y a toujours eu de bruit, beaucoup de bruit, beaucoup de violence. Et pour nous, il était important et nécessaire donc, de prendre ce bâton de pèlerin pour parcourir notre zone dans son entièreté, la région du Gor, où je suis allé donc parcourir donc, toutes les sous-préfectures, les gros campements, les gros villages, pour donc lancer ce message de la non-violence pendant les élections présidentielles, surtout. Merci, honorable. Voilà. Gaël Lapin, question? Après, oui, M. Balé. Oui, bonsoir. J'ai envie de dire félicitations pour cette initiative. Merci. En tant qu'ex-député, si je ne me trompe pas, Oui. en tant que cadre du RHDP, Oui. Ma question est la suivante. Comment appelez-vous à la paix alors que vous faites cette initiative-là, alors que vous êtes bien conscient du fait qu'il y a un problème au niveau de la révision de la liste électorale, ce que les partis d'opposition soulèvent tout le temps. Et puis aussi, il y a plusieurs candidats majeurs en Côte d'Ivoire ici qui sont pour l'instant retirés de la liste électorale. D'accord, merci. Merci, cher ami. Alors, j'ai situé les choses d'emblée quand je suis allé. J'ai situé les choses. Je suis allé, j'ai dit aux parents et aux populations que je venais vers eux en ma qualité d'ambassadeur de paix, en tant que cadre et fils de la région. Je n'y suis pas allé en tant qu'homme politique. Je n'y suis pas allé en tant que cadre du RHDP. J'y suis allé en tant que fils du Gor. Et je pense que le message a été entendu. Donc c'est une tournée citoyenne, une tournée républicaine que j'ai faite. Et pour moi, il était important donc, de m'adresser donc, à toutes les couches indiquées, qui étaient donc les cibles, les présidents des jeunes, les présidentes des femmes, les chefs de canton, les chefs de village, les chefs de communauté, les chefs religieux. Donc, c'était vraiment les leaders d'opinion que nous avons ciblés, et c'est avec eux que nous avons parlé. Et nous les avons mis en mission, en quelque sorte. Et quelle est cette mission qui a été confiée à ces derniers? Nous leur avons demandé d'amplifier notre voix
notre voix qui a consisté donc à insister sur le fait qu'il n'y a que la paix qui vaille. Il n'y a que la non-violence qui puisse donc nous amener à nous adresser et à nous intéresser à ce qui est essentiel de développement et le mieux-être de nos parents, de nos populations. Mais Excellence, Mais- s'il vous plaît, Excellence, si oui. vous avez passé le message aux populations, c'est vrai, pour la paix, mais pour qu'on soit en train de passer un message de paix, c'est parce que sûrement on voit des signes avant-coureurs de quelque chose. Et je veux justement avoir votre commentaire sur le fait que certains leaders d'opposition aujourd'hui soient écartés, ce qui nous met presque dans une situation de crise préélectorale. Qu'est-ce que vous avez dit aux populations relativement à ces personnes-là qui ne sont pas sur la liste électorale? D'abord, je leur ai dit que j'étais face à eux en tant que fils du Gor et non en tant qu'homme politique. Mais je leur ai en même temps dit que quand le temps viendrait, que je porterai donc ma casquette d'homme politique, je viendrai leur parler comme homme politique. Sinon, Et vous n'êtes pas là au fond. s'il vous plaît, D'accord, comme vous me donnez l'occasion, d'accord, donc je vais y aller, comme si je me retrouvais devant eux. c'est cela. Alors, je voudrais dire que, pour ce qui est de votre question, qui est pertinente d'ailleurs, je voudrais dire que nous sommes dans un état de droit, qui est régi par les lois. Donc, ceux qui ne sont pas sur la liste électorale, mais ce n'est pas du fait de mon parti. Ce n'est pas du fait de mon parti politique. Ils ont affaire aux lois de la République. Donc, ils règlent leurs problèmes avec les lois de la République. Et quand ils seront en règle vis-à-vis des lois de la République, alors, mais ils iront aux élections. Ils iront aux élections. Mais comme je le dis et je le répète, je ne suis pas allé débattre de problèmes politiques. Je ne suis pas allé débattre de ce qui est sur la liste, qui va être candidat, qui ne va pas l'être. De toutes les façons, les candidatures ne sont pas encore ouvertes. Hein. Donc, je pense qu'on s'est compris. Et quand les dés ont été jetés de la façon dont je décris, alors ça a mis tout le monde à l'aise. Ça a mis tout le monde à l'aise. Mais ce que je voudrais que vous reteniez, c'est que c'est mon vécu pendant les crises passées qui m'a amené à prendre cette initiative. Et beaucoup, sinon j'allais dire la quasi-totalité des populations, se sont retrouvées dans ce que je disais. Alors, le temps me permettra de rentrer dans certains détails, mais pour le moment, je voudrais dire, et pour terminer donc sur votre question, ceux qui ont des problèmes avec les lois de la République règlent leurs problèmes avec les lois de la République. Et ensuite, on verra. Ok. Vous avez dit que vous êtes allé rencontrer les populations en tant qu'ambassadeur de la paix. Est-ce que vous pensez réellement que le problème se situe au niveau des populations? Nous sommes tous Ivoiriens, nous savons que ce sont les questions d'exclusion qui nous ont envoyé des crises et aujourd'hui, on a deux formes d'exclusion. On a l'exclusion de certains candidats, on a l'exclusion même des électeurs puisqu'on nous refuse la RLE 2025 avant l'élection présidentielle. Est-ce que ce n'est pas plutôt les acteurs politiques qu'il faut sensibiliser en tant qu'ambassadeurs de la paix, plus particulièrement le parti au pouvoir qui a tous les leviers pour apaiser, on va dire, le climat politique? Est-ce que c'est au niveau des populations que le problème se situe? Que vous alliez d'abord vers les populations. D'accord, d'accord. Je disais tout à l'heure que mon action que j'ai menée prenait donc sa source dans le vécu des élections passées. Il y a eu beaucoup de choses que les jeunes et certaines populations ont vécues. Il y a eu de violences, il y a eu des traumatismes, il y a eu beaucoup de choses. Et je me suis dit qu'il était important d'aller parler aux jeunes, surtout aux jeunes. Parce que, et ça m'a donné l'occasion de parler aussi des hommes politiques, mais pas avec les hommes politiques dans un premier temps, mais des hommes politiques.
mais des hommes politiques qui manipulent la jeunesse à souhait, qui manipulent la jeunesse. Donc pour moi, il était important d'aller mettre le doigt sur le problème, là où il se pose. Les jeunes ont compris. Les jeunes ont compris et je n'ai pas cessé de répéter ce que disait le Premier ministre Ahmed Bakayoko. Il dit, vous les jeunes qui nous suivez, qui vous battez pour nous, quand nous les hommes politiques, il nous arrive donc d'aller régler nos problèmes, mais on ne vous connaît plus. Mais on vous ignore, on ne vous appelle pas. Et ça m'a marqué, ça m'a servi donc de leitmotiv pour emmener les jeunes à prendre conscience de cette situation. Et ils ont compris, beaucoup ont compris. Maintenant, pour ce qui est de, madame, pour ce qui est de la question que vous posez, est-ce que ce ne sont pas les hommes politiques c'est pas avec les hommes politiques qu'il fallait parler, c'est pas les hommes politiques, c'est pas aux hommes politiques qu'il faut adresser donc des messages de sensibilisation. Mais je suis politique moi aussi. Je suis politique. Et je sais que il y a de très mauvaises foi dans tout ce que nous faisons souvent, nous les hommes politiques. Quand les problèmes se posent de façon réelle, on préfère se servir de la manipulation pour cacher les réalités et aller donc dans des, comment je vais dire ça, dans des prises de position qui ne sont pas donc réalistes. Mais en tant qu'ambassadeur de la paix, ce n'est pas cette mauvaise foi-là qu'il faut désamorcer, combattre. J'ai parlé en tant qu'homme politique d'abord. Maintenant, ambassadeur de la paix, là, on va revenir là-dessus. Donc, je disais, c'est cette mauvaise foi, qu'il faut donc mettre en exergue vis-à-vis des jeunes. Les hommes politiques qui viennent vous parler, qui viennent tronquer la réalité, là, ne les suivez plus, ne les écoutez pas. Quand quelqu'un, parce que vous-même, vous parlez d'exclusion, vous avez parlé d'exclusion tout à l'heure. Il y a des hommes politiques et des candidats d'une certaine envergure qui sont exclus, sinon qui seraient exclus des compétitions à venir. Mais ces candidats, sinon ces potentiels candidats, mais savent bien qu'ils ne sont pas en règle vis-à-vis des lois de Côte d'Ivoire. Par exemple, quand tu es condamné par la justice, mais tu ne peux pas être sur la liste électorale. Donc, tu ne peux pas être électeur, encore moins éligible. Et pour vous, c'est de la provocation. Mais quand tu es condamné à tort. Oh, c'est selon, hein? Non, c'est pas selon. Si. Non, c'est selon. Si, c'est selon. Non, on peut y aller, on peut les prendre un par un. Oui, on peut les prendre un par un. Ça, je ne me déroberai pas. Je ne me déroberai pas du tout. On peut les prendre individuellement et on va disséquer individuellement. Et puis, je pense qu'on va s'entendre. Bien, parce que, s'il vous plaît, allez-y, voilà. C'est important parce que la mauvaise foi est la chose la mieux partagée en politique, c'est ce que quelqu'un a dit. Et cela se voit tous les jours. Cela se voit tous les jours. Donc, nous autres, nous avons pensé qu'il était important d'aller dire à nos jeunes frères, non, mais ça, on l'a déjà compris. Ceux qui, hier, vous ont dit de faire un certain nombre de choses. Quand, entre griffes, comme le disent les jeunes, quand le Gbangban s'est levé, vous ne les avez plus vus. Il n'est pas aujourd'hui nécessaire que vous vous mettiez encore dans ces situations compliquées. Beaucoup ont compris. Il y a quelque chose. Merci. Non, on va permettre à Guillaume Bato. Oui, honorable, vous êtes originaire donc de la région du Go, et vous n'avez pas échappé que donc vous êtes plus précisément vous êtes député de Ouagayo, donc la sous-présidente d'origine du président du PACI, le président Laurent Gbagbo. Et justement, vous avez insisté que vous avez parlé aux jeunes, vous avez dit aussi qu'on va parler aux chefs de communauté, aux chefs religieux. Moi, je suis curieux de savoir que vous ont répondu les chefs de village de Ouagayo et de Mama notamment, si vous avez rencontré.
Ça, c'est une bonne question. D'accord. C'était pas un jeu de plaisir. Effectivement, les échanges ont été pimentés par endroits, mais à la fin, on finit toujours par se comprendre. On a fini par se comprendre et on se tapotait par moments avant de se quitter. Nos parents n'ont pas de problème. Nos parents n'ont pas de problème. Le problème, c'est au niveau des hommes politiques. C'est pour ça qu'il faut aller chez les hommes politiques. S'il vous plaît, s'il vous plaît, les hommes politiques, on se comprend. On se comprend, même quand on n'est pas allés les uns vers les autres, mais on se comprend. Il s'agit de parler à ceux qui, malheureusement, sont manipulés et sont des victimes. Nous sommes acteurs. Manipulés donc, on se comprend, mais par les hommes politiques, je dis. Y compris les RHDP, ou parler de l'opposition uniquement? C'est qui manipule la population. Je parle des hommes politiques pour le moment. Tous les hommes politiques. Je parle de tous les hommes politiques. Bien. Oui, je parle de tous les hommes politiques. Mais il n'a pas répondu à la question de... Non, j'en viens. Le piment, là, c'était quoi? J'en viens. J'en viens. Hein? Donc, parler aux hommes politiques, sans qu'on se parle, on se comprend. Parce que, je prends un exemple simple. Quand vous avez parlé des hommes potentiellement candidats qui sont exclus, vous parlez pour dire les noms, vous faites allusion au président Gbagbo, vous faites allusion au président Thiam, vous faites allusion au président Guillaume Soro, vous faites allusion à beaucoup d'autres personnes. Voilà. Donc, à mon jeune frère Charles Blé-Goudé. Mais c'est de tout cela que vous parlez. Mais chacun sait le problème qui le met hors compétition. Chacun le sait, chacun d'eux le sait. Donc, moi, je n'ai rien à leur dire parce qu'ils savent. Mais ils savent, ils font exprès de ne pas savoir pour manipuler les jeunes. Donc, pour moi, il était important de parler aux jeunes, d'attirer l'attention des jeunes. Maintenant, vous... Et c'est ça. Merci, ça, s'il vous plaît. Non, mais je vais répondre à sa question. Il n'a pas encore répondu à ma question. Je vais répondre à sa question. S'il vous plaît, vous allez répondre à la question de Guillaume. Okay. Ensuite, la dernière question, pas plus chérie. On n'a que 3 minutes pour terminer cette partie. D'accord. Merci, allez-y. Oui, donc, vous n'avez pas répondu clairement à... Le piment. Il y a le piment par endroit. À Ouagadougou, précisément. Qu'est-ce qu'on vous a dit? Le piment. À Ouagadougou, par exemple, à Ouagadougou, mais je ne dirais pas à Ouagadougou, mais c'était à Bayota, où le chef de village m'a dit, mais attends, c'est vous qui venez parler de paix aujourd'hui, ici, là? J'ai dit, oui, c'est moi. Il dit, mais vous avez changé. Hein? J'ai dit, ok, mais c'est bien. Seuls les imbéciles ne changent pas. Donc, ça veut dire que je ne suis pas imbécile. Donc, continuez de prier pour que je continue de changer. Et puis, on a rigolé. Donc, c'est pour dire que, effectivement, je suis mieux placé pour parler de la paix. Et je suis mieux placé pour parler de la non-violence parce que je sais les actions que j'ai menées pour sauver les jeunes pendant les différentes crises post-électorales. Je sais. Et les jeunes sont témoins. Et toutes les populations de Ouagadougou, de Bayota, de Gagnoua, enfin, toute la région est témoin. Merci. La dernière question pour cette partie. Dans cette tournée, il a dit aux populations qu'il faut que l'opposition attende 2030 parce que c'est bouclé. Est-ce qu'on entend beaucoup les cadres du RHDP parler de boucler, ça renferme quoi précisément? Non, ce n'est pas pendant la tournée que je l'ai dit. Je n'ai dit à aucune population. Ah, nous on a vu ça. Oui, vous avez lu ça. Je vais vous dire, c'est moi qui ai dit. D'accord. Donc je vous dirai dans quel contexte je l'ai dit. Et dans quel endroit? Et dans quel endroit je l'ai dit. Cela, je l'ai dit dans mon salon. Ah bon? Oui, je l'ai dit. C'est arrivé sur le... Oui, puisque j'ai fait une conférence de presse. J'ai fait le point de la tournée. Donc, après qu'on ait donc parlé de la tournée, de l'aspect tournée, sensibilisation, je vais dire pacification et autres, les journalistes, bon, comme vous le savez le faire,
ont débordé. C'est notre métier. Voilà, oui, justement. Donc, ont débordé et ils ont évoqué des questions politiques. Voilà dans quel contexte j'ai donc parlé de 2025 qui est bouclé, mais c'est bouclé. Comment est-ce que c'est bouclé? C'est ce qu'on veut comprendre. Mais qu'est-ce qui vous fait dire que c'est bouclé? il vous faut quel dessin pour le savoir? Mais si vous voulez quel dessin? Comment on peut comprendre? En quoi est-ce que c'est bouclé? Mais l'opposition n'existe que de nom. Ils ne sont pas sur le terrain. Ah bon? Nous travaillons. Oui, je sais de quoi je parle. Merci. Mais je viens de tourner. Merci. À la fin, Je suis allé à Oumé. Bien, merci. Hein? Merci au Je faisais la Oumé. Non, elle a compris. Elle est de Oumé. Opposition, on arrive au troisième sujet de cette émission, présidentielle 2025. Est-ce que la Côte d'Ivoire, en tout cas, est-ce qu'il faut aller aux urnes sans un dialogue politique? Et c'est la première question d'ailleurs que je vais vous poser. Est-ce qu'il y a nécessité de dialogue politique présentement en Côte d'Ivoire? Il y a eu combien de phases de dialogue? 5 phases. Bon, vraiment, 1, 2, 3 jusqu'à 5. Bon, Et l'opposition demande encore des dialogues politiques. La société civile aussi. Également. D'accord, on va ajouter la société civile. L'opposition et la société civile. Comme s'il y avait une différence pour certains. Bon. Il y a une grande différence. C'est ceux qui pensent qu'il n'y a pas de on va répondre à la question. Vraiment, on ne va pas dévier la question. Non, je ne vais pas dévier. Revenons donc à la question. Bien. Et c'était quoi la question? Est-ce qu'il y a nécessité de dialogue politique aujourd'hui en Côte d'Ivoire? Bon, nous sommes à 5 mois des élections présidentielles. Nous avons assez discuté, dialogué. À quel moment? À quel moment? Oui. À quel moment qu'on a discuté dans ce pays-là? Oui. Mais on n'est pas dans le même pays. Certainement. On n'est pas sur la même planète. Certainement. À quel moment on a discuté? Mais depuis le Premier ministre Amadou Gon, en passant par le Premier ministre Ahmed Bakayoko, vous savez, en passant, s'il vous plaît. Vous avez posé une question, donc laissez-moi répondre. À quel moment, là? C'est ça que je suis en train de dire. D'accord. Donc, depuis le Premier ministre Amadou Gon, en passant par le Premier ministre Ahmed Bakayoko, le Premier ministre Patrick Achi, qui a donc conduit les dernières phases de la phase 5 du dialogue politique. Mais le gouvernement a toujours discuté avec des hommes politiques. Mais moment? Attendez, il y a aussi des dialogues de sourds. Hein. On passerait 1000 ans qu'on discuterait quand il y a des sourds. Je ne sais pas s'il y a une partie qui donc, vous a échappé, on a discuté. Mais l'opposition a demandé à travers Cap Côte d'Ivoire un dialogue. Ils ont écrit au ministère de l'Intérieur, ils ont écrit au Premier ministre. Il n'y a pas eu de réponse. On leur demande de s'adresser aux institutions. Alors qu'il s'agit de s'asseoir autour d'une table pour que toutes les parties discutent des questions qui pourraient être source de conflit afin d'être sûrs d'aller à des élections apaisées. Le dernier dialogue est fini en mars 2022. Donc, quel dialogue il y a pour qu'il y ait dialogue de sourds? Il n'y a même pas de dialogue pour qu'il y ait dialogue de sourds. Est-ce que vous avez lu les différentes dispositions de la phase 5 du dialogue? Bien sûr. Du dernier dialogue. Il y a un comité de suivi même qui était prévu, qui n'a jamais fonctionné. Le comité de suivi qui a été... Le comité de suivi était présidé, sinon devrait être présidé par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. S'il vous plaît. Vous prenez les différents points de ce dialogue. Il y en a qui ont été appliqués. Lesquels? Les exilés sont rentrés. Ah bon, votre ancien patron est encore en exil? Hein? Les exilés... Non, attendez, il y a des exilés, non, j'ai pas dit je dis des exilés sont rentrés, j'ai pas dit tous les exilés. Non, des exilés sont rentrés. Mais il faut que tous les exilés rentrent. Mais ça dépend aussi de la volonté de chacun. Non, ça dépend aussi de la volonté de chacun. On ne peut pas obliger quelqu'un
qui se sent bien en exil de rentrer. On ne peut pas l'obliger. Merci, honorable. Ah, si. Merci, Si, honorable. si. Il y a des exilés, économiques. Merci. Il y a des exilés économiques Merci. et il y a des exilés Merci, honorable. volontaires, Alors, politiquement. réaction sur, Donc, voilà. Est-ce que pour vous, il y a une nécessité de dialogue politique? Ouais, je pense que, j'ai souvent dit ici sur votre plateau, il faut que les Ivoiriens sachent ce qu'on veut. Ou on veut discuter, ou on veut se bagarrer. J'ai toujours pris l'exemple de nos amis PPACI qui se faisaient appeler avant Gbagbo ou rien. À la fin de la crise post-électorale, en 2013, quand le président Affi N'Guessan, par exemple, c'est un cas parmi d'autres, est sorti de prison pour dire discutons avec le gouvernement pour régler les problèmes qui se posent. Les exilés, les gens qui avaient leur maison occupée, les gens qui étaient en prison, etc., etc. Les gens ont dit non, qu'ils ne veulent pas discuter. Alors, l'honorable et Mme Balé étaient en train d'échanger sur les phases du dialogue politique. Même s'ils ont fini après par rejoindre le dialogue politique, poser les problèmes. Mais s'ils avaient écouté ceux qui lui avaient demandé de discuter depuis 2013, je crois qu'on a gagné du temps. Parce que le problème qui se pose aujourd'hui, c'est que nous sommes, on parle de 5 mois, mais nous sommes à 4 mois en réalité. Même si on était à 2 mois. Non, s'il vous plaît. On ne peut pas faire les choses selon votre bon vouloir. Ce n'est pas une affaire de bon vouloir. Nous sommes dans un pays. on ne peut peut pas pas faire s'il vous plaît. Je dis, on ne peut pas faire les choses selon les bons vouloirs. Nous sommes à 4 mois. Nous sommes à 4 mois des élections. Je pense qu'il ne faut pas qu'une catégorie d'Ivoiriens croit que c'est son agenda qui va être mis en œuvre par les autres. Merci. Il n'y a pas d'élection. Il n'y a pas d'élection. Quel est votre instrument de mesure? Vous qui parlez de majorité. Leur propre état d'esprit. On vous a bien La compris. majorité. Toutes les entités demandent. C'est ça qui est votre majorité. Oui, c'est la majorité. Mais vous ne savez pas que le RHDP est majoritaire. Vous avez combien d'élus? C'est pas Vous avez combien d'élus? Nous tous, on sait comment les élections se passent. Vous êtes à la CEI là. Mais vous êtes à la CEI, vous êtes représentant à la La société civile. Vous êtes à la CEI. La société civile a fait. La société civile est à la CEI. Moi, la société Non, s'il civile vous à la plaît. CEI, La société civile est la CEI. S'il vous plaît. C'est le fait de la société civile à la CEI. Non, le fait de la société civile à la CEI, c'est le dialogue politique. On va aller rapidement pour la prochaine question avec Gaël Atpa question, s'il vous plaît. Merci, honorable. Je vous en prie. Allez-y. C'est concernant la CEI, on Oui. a appris dernièrement que le PPACI et le PDCI se sont retirés de la CEI. Est-ce que ce n'est pas là une ligne rouge ou bien un signal qui devrait amener le pouvoir à prendre au sérieux cette question de la CEI? Parce que pour l'instant, PPACI pour s'est l'instant, on a retiré. l'impression que le pouvoir banalise la question. Mais l'absence de PPACI et Qui sont des du partis majeurs. PDCI ne met pas la CEI en difficulté. C'est des partis politiques comme tout autre. Non, par rapport à la C'est des partis mission première politiques. S'il vous plaît. Vous n'avez pas la parole, madame. Vous n'avez pas la parole. Non, vous Non, aurez soyez discipliné quand même. Hein? Merci. Allez-y, honorable. Donc, je disais que c'est des partis politiques comme tout autre. Ils ne sont pas la CEI, mais sont pas majoritaires. la CEI fonctionne. Mais la CEI fonctionne. La CEI n'a pas été créée au hasard. Vous voulez qu'on revienne sur l'historique là? Allez-y, répondez à la question. Non, laissez-moi aller à l'essentiel. Laissez-moi aller à l'essentiel. Oui, bon. Laissez-moi aller à l'essentiel. On a que 5 Laissez-moi aller à l'essentiel. Est-ce que ce n'est Donc, pas là un signal? je dis que la CEI fonctionne et elle fonctionnera tant que les autres composantes siègent à la CEI. Je peux vous relancer. Je peux vous relancer. Allez-y. Dans la composition de la CEI, Oui. justement, Oui. il est prévu que ces partis-là de l'opposition, y compris les organisations de la société civile, y soient. Oui. Et ce n'est pas comme ça, de façon fortuite, qu'on choisit les partis. Ce sont des partis qui sont représentatifs. Et deux partis comme le PDCI et le PPACI sortent de cette CEI-là. Et on sait bien comment le PPACI même est entré dans cette CEI. Ça a été un truc vraiment spécial. Parce qu'avant, c'était EDS. Parce qu'il y a eu le dialogue Voilà, politique. c'était EDS. Et Il y a eu à la le dialogue faveur du politique. dialogue politique, effectivement. Voilà. Mais Donc, pas- c'est les effets du dialogue On est politique. d'accord que le PPACI, ayant pu profiter de ce dialogue politique à venir, ce n'est pas n'importe quel parti.
On ne l'aurait pas fait pour n'importe quel parti. En Côte d'Ivoire, il y a plus de 200 partis politiques enregistrés régulièrement, mais ce n'est pas n'importe quel parti qui est au sein de la CEI. Et quand deux gros morceaux comme ça se retirent, moi, ma question c'est, est-ce que là, ce n'est pas un signal rouge? Est-ce que le pouvoir ne devrait pas prendre au sérieux cette question plutôt que de la banaliser comme vous êtes en train de le faire? Bon, la présence du PPACI et du PDCI au sein de la CEI, négligeable. L'absence du PDCI et du PPACI au sein de la CEI, c'est un non-événement. Parce que la CEI continuera de fonctionner et elle fonctionne bien. J'ai ma réponse. Et très bien. J'ai ma réponse. Bien. Puis Chérif Ballé, vous avez maintenant l'occasion de prendre la parole. Oui, j'ai l'impression que l'honorable oublie la raison même pour laquelle la CEI a été composée de toutes les parties. Et si on veut être sérieux, on ne peut pas prétendre que quand deux grandes entités sortent de la CEI, ce n'est pas un problème. D'autant plus que déjà, avant même qu'ils ne sortent, le fonctionnement de la CEI était décrié. Donc quand ils sortent, il y a un déséquilibre qui fait que la CEI n'inspire plus la confiance qu'elle devait inspirer pour organiser les élections. Donc, si on est un pouvoir qui est vraiment soucieux de la paix, il y a lieu d'ouvrir un dialogue sur la question, parce que les gens ne sont pas sortis pour sortir. Ils sont sortis en avançant des raisons liées à des dysfonctionnements au sein de la CEI. Merci, Voilà. plus Chérif Ballé. Donc, Guillaume faut Bateau. pas Oui, bon, faut être responsable. le problème que moi j'ai avec Mme Ballé, c'est que si, parce que le PPA, c'est d'abord, je rappelle que ces gens n'étaient pas à la CEI depuis 2011 et que malgré cela, a eu des élections en Côte d'Ivoire. De 2011 à 2022, avant que le PPACI ne rentre à la CEI. Donc, leur absence ou leur présence ne peut pas empêcher. Deuxièmement, il y a d'autres partis d'opposition qui sont encore à la CEI. Ça, il faut le préciser aussi. Le FPI. Le FPI est encore à la CEI. Voilà. Donc, ça, maintenant, si chaque fois que quelqu'un n'est pas content, on doit organiser un dialogue politique, moi, je me retire de votre plateau et puis je convoque un dialogue politique. Non. Il faut que les Ivoiriens, et je le dis toujours, il faut que nos hommes politiques, nos acteurs politiques apprennent à être conséquents. Nous avons eu des dialogues politiques. Il y a eu jusqu'à 5 phases. On peut leur conseiller le fait qu'ils veulent discuter, parce que c'est toujours bon de discuter et de trouver des terrains d'entente. Mais le problème que nous avons aujourd'hui, c'est que nous sommes à 4 mois des élections. Et que si vous faites, sur leur conseil, qu'on fait un dialogue politique aujourd'hui, à partir du 15, nous sommes aujourd'hui le 12 mai 2025. Les dialogues politiques, généralement, ça prend entre un mois et demi. Mais Guillaume. Je viens. Et que nous sommes 12 mai, jusqu'à fin juin, nous faisons un dialogue politique. À quel moment nous mettons en œuvre les résolutions du dialogue politique et à quel moment nous allons... Parce que la date constitutionnelle, nous ne pouvons pas... S'il vous plaît. Avec le 25 octobre, on ne peut pas reculer cette date. Merci beaucoup. Vous avez 2 minutes pour terminer. Ce sera en même temps votre mot de fin sur la question. Je voudrais rappeler, surtout à Pulchéry, je voudrais rappeler que le faux chantage ne marchera pas. Ce n'est pas un chantage. Non, s'il vous plaît. Mais ce n'est pas un chantage. S'il vous plaît. Mais s'il vous plaît. Non, le mot, c'est moi qui l'emploie. Non, s'il vous plaît. Je dis que les crises artificielles et les faux chantages ne peuvent pas marcher. C'est des crises artificielles. Oui, c'est mon point de vue. Ça n'engage que moi. Bien sûr. Et c'est partagé par beaucoup de personnes. Parce que nous nous rendons compte que cette posture que vous avez, c'est pour créer donc des crises artificielles, pour aller au-delà donc des dates constitutionnelles, pour réclamer demain une transition. Mais ça ne peut pas marcher. On connaît là où vous vous cachez, là, nous on dort là-bas, donc on connaît ça. Dans tous ça les ne cas, peut pas. on est Non, s'il vous plaît, Ivoiriens, s'il vous plaît, on va voir s'il vous plaît. on va nous Merci. mener. Non, c'est Allez-y, une minute. On va voir, ça va nous les faux chantages là ne peuvent pas prospérer. Ça ne peut pas prospérer. Ça ne, non, madame, ça ne peut pas prospérer. Vous êtes encore plus irresponsable. Mais non, c'est pas nous dans qui dirigeons le l'opposition. pays. S'il vous plaît. Vous C'est les avez dirigeants qui sont les plus dirigé irresponsables. ce pays.
Et votre responsabilité, votre irresponsabilité nous a conduit là où on était, d'où on est sorti. Donc on doit aller en Donc, s'il vous plaît, les faux chantages ne peuvent pas prospérer. Et, cher ami, la CEI se porte bien. Il y a des gens qui n'avaient jamais suivi depuis 2010-2011 les recensements électoraux lancés par la CEI, et les recensements ont eu lieu. Il y a eu vote dans ce pays-là depuis 2010-2011. Ils n'existaient pas sur la liste électorale. Leurs militants n'existaient pas sur la liste électorale. Si aujourd'hui ils se réveillent de leur sommeil et qu'ils veulent participer aux jeux politiques, ils sont les bienvenus. Mais leur chantage ne peut pas passer. Merci honorable. Place Merci. maintenant à la rubrique le carton rouge. Voilà le premier carton de cette semaine avec Gaël Lacroix. Carton rouge au district autonome d'Abidjan. Je vais citer aussi le ministère de la Santé et je crois le ministère de la Solidarité. Tout ça, ça prend en compte plusieurs entités. Je veux parler des malades mentaux, des fous dans les rues. Honnêtement, ça pilule un peu partout dans les rues d'Abidjan depuis un certain moment. On ne sait pas d'où ils viennent. Mais vous pouvez être comme ça dans un véhicule, vous voyez quelqu'un tout nu. Vous pouvez être à n'importe quel endroit, ils peuvent agresser. Et imaginez-vous quand on est surtout avec des enfants de 6 ans, 7 ans, voire des personnes âgées comme ça, nues dans les rues, vraiment ça peut les atteindre psychologiquement. Il faut vraiment qu'on fasse l'effort de pouvoir prendre ces gens-là, les emmener vers des centres spécialisés, parce que parmi eux, il y en a qui sont récupérables. Seulement, souvent, ils se perdent, les familles même ne les retrouvent pas. Donc, je fais un carton rouge, mais c'est un cri d'alerte pour qu'on essaie de régler cette situation-là. C'est un problème social. Merci. Prochain carton avec Fulchéric Balé. Oui, mon carton rouge va à la CEI et au gouvernement de Côte d'Ivoire qui, lors du dernier Conseil des ministres, a validé la modification de l'article 51 du Code électoral. Normalement, selon le protocole additionnel de la CEDEAO sur la démocratie et la bonne gouvernance, on ne modifie pas la loi électorale 6 mois avant l'élection présidentielle. Nous sommes à 5 mois et c'est en ce moment-là que la CEI propose cette modification. Il faut qu'on arrête avec les violations des textes dans notre pays. Merci. Guillaume Bateau, carton rouge. Oui, mon carton rouge va à tous ces motocyclistes que nous voyons un peu sur le district d'Abidjan, qui ne vraiment respectent pas le code de la route, qui ne respectent pas le minimum de prudence sur nos routes. C'est vrai que je crois que le ministère du Transport a annoncé qu'ils vont être interdits de fréquenter un certain nombre d'axes routiers. Dans le boulevard Fouet-Boigny. Voilà, mais vraiment, il faut que toutes les autorités, qu'elles soient policières, du ministère du Transport, accentuent leur contrôle sur ces engins en 2 roues qui, malheureusement, chaque jour occasionnent des pertes en vie humaine. Merci. Honorable, carton rouge en 30 secondes. Mon carton rouge va donc à tous ces hommes politiques. À tous ces hommes politiques qui manipulent la jeunesse, qui se servent de la jeunesse, qui instrumentalisent la jeunesse pour atteindre donc leur but. Voilà. Merci. La dernière rubrique de cette émission, c'est le chiffre du jour. Le chiffre du jour, c'est 15. La décision du tribunal de première instance d'Abidjan sera donnée ce jeudi 15 mai, prolongeant ainsi l'incertitude autour de la présidence de Tidjane Thiam, l'ancien président du PDCI-RDA. À l'origine, la procédure, Valérie Yabo, ex-déléguée du parti, a coupé, conteste la légalité de l'élection de l'ex-président du PDCI-RDA, Tidjane Thiam, et demande sa suspension, l'annulation de cette décision et la mise sous administration provisoire du parti évoquant de graves irrégularités. Réaction rapidement en 10 secondes avec vous, Gaël Lacroix. Bien, disons, nous, on en a presque parlé dans la première partie de l'émission. C'est la démission du président du PDCI. Aujourd'hui, juridiquement, je ne sais pas à quoi on s'attend demain, mais le PDCI, à leur niveau, ils ont fait ce coup stratégique-là, justement à cause de cette décision. Mais comme on est dans une affaire vraiment juridique,
on attend de voir demain cette décision-là, ce qui sera dit, et en fonction, on pourra faire les commentaires. Bien. Puis, Chéric Balé, voyez-vous, disons, un procès sans conséquence sur le PDC-RDA? Bon, on va tous le constater le jeudi. Bien. Avec notre justice ivoirienne, il faut s'attendre à tout. Guillaume Bateau, procès contre Thiam le 15 mai prochain. Qu'est-ce que ça vous dit? Ben, je crois que ce procès, on l'a dit, on en rajoute à l'incertitude autour, comme vous l'avez dit, autour de la présidence du président Thiam. Entre-temps, il y a eu donc cette démission, ce congrès extraordinaire convoqué dans la foulée pour le mercredi 14. Tout ça, on l'appréciera. Mais j'avoue que cela ne semble pas du tout très bon pour le PDC-RDA. Bien. Honorable, votre lecture sur ce procès en 30 secondes? Non, j'attends de voir. Bien. Merci, Honorable, d'avoir répondu à toutes nos questions. Je vous en prie. Merci à tous nos consultants. C'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous demain, 19h50 pour un autre numéro d'Entre deux News. Que Dieu veille sur la Côte d'Ivoire et sur ses habitants. Portez-vous bien.